Bonjour et bienvenue dans Immergé, Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc., etc., et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Série de 4 épisodes consacrés à Diana, princesse du peuple, le premier épisode, duchesse abandonnée, et aujourd'hui le deuxième, princesse de Galles, trahie et dupée. J'expliquerai à la fin dans ma conclusion le titre de l'épisode. Donc dans le premier, on a vu son enfance, et maintenant on va parler de sa rencontre avec un certain prince Charles, de leur vie de couple, de leurs enfants, etc., etc. On commence l'histoire à la fin des années 1970. Pour suivre cet épisode et les prochains, il faut quand même quelques bases sur la famille royale d'Angleterre. Pour aller vite fait, donc en haut de la pyramide, on trouve à cette époque la reine Elisabeth II, qui est mariée à Philippe, prince consort. Le mot consort, c'est un seul mot d'ailleurs, C-O-N-S-O-R-T, c'est le terme qui désigne l'époux ou l'épouse du conjoint régnant. Elisabeth II mariée au prince Philippe, ils ont 4 enfants, Charles, qui est né le 14 novembre 1948, qui est depuis 2022 le roi Charles III, mais à cette époque, il n'était que prince de Galles. Anne, qui est née en août 1950, Andrew, qui est né en février 1960, et Edward, né en mars 1964. Avant tout, il faut expliquer le contexte. On est à la fin des années 70. Le prince Charles a la petite trentaine et il est toujours célibataire. Ce n'est pas que l'homme n'intéresse pas, il est le célibataire le plus convoité, il est jeune, athlétique, il a beaucoup d'humour et surtout, il est le futur roi d'Angleterre. C'est un homme qui papillonne, qui vit des relations de quelques mois, confirmera plus tard qu'il tombe assez facilement amoureux. Cette situation, elle est inacceptable pour la famille royale. Charles, il doit obligatoirement se marier et avoir des enfants. Il faut des héritiers pour perpétuer la monarchie. On va donc lui mettre la pression pour trouver une future épouse, qu'il ait des sentiments ou non pour elle. Pour expliquer l'inquiétude du célibat et de l'absence d'enfants pour Charles, il faut remonter un petit peu l'arbre généalogique pour se retrouver dans les années 1930. George V est roi, donc c'est le grand-père d'Élisabeth II, et il a 2 fils. L'aîné qui doit lui succéder, Édouard, et il a un deuxième fils, Albert. À la mort de George V, Édouard monte sur le trône sous le nom d'Édouard VIII, mais en fait il n'y restera qu'à peine 1 an, du 20 janvier au 11 décembre 1936. Édouard, il a 42 ans, cette année, en 36, et il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, et il est en couple avec Wallis Simpson, une Américaine. À cette époque, elle était toujours mariée à son second époux. Ses plus grands défauts, c'était d'être à la fois divorcée, une première fois, puis si elle devait se marier avec le roi, elle devait redivorcer une seconde fois. Elle était catholique. Pour entrer dans la famille royale, il faut être protestant. Et puis surtout à cette époque, ne pas être divorcé. Donc Édouard VIII, on lui met la pression, il a le choix, soit il quitte Wallis Simpson et il peut rester roi, soit s'il veut l'épouser, il n'est plus roi. Il fallait qu'il choisisse entre elle et le trône. Il est amoureux, donc il abdique, et c'est donc le petit frère, la pièce de rechange, Albert, qui prend la relève sous le nom de George VI. Je vous invite à regarder le film Le discours d'un roi, réalisé par Tom Hooper, avec Colin Firth, dans le rôle de George VI. Je ne sais pas si le film équivaut à un vrai documentaire, ou s'il est romancé, mais ça donne au moins un aperçu de l'histoire. J'ouvre aussi une petite parenthèse. La série sur Netflix, The Crown, c'est aussi un aperçu vite fait. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses ou incohérentes. C'est romancé. Ça n'équivaut pas à un vrai documentaire. Ne pas prendre The Crown comme quelque chose de véridique, de vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et puis personne n'a été là pour entendre les vraies phrases prononcées et ce qui se passait vraiment quand les portes étaient fermées. Pour débuter le contenu de ce deuxième épisode, il faut faire une petite bio du prince Charles pour le comprendre aussi. Il a connu une enfance assez identique à celle de Diana.
avec un manque cruel d'amour parental. Comme j'ai dit, c'est toujours les gouvernants ou les nourrices qui s'occupent des enfants, en gros. Charles, il a 4 ans lorsque sa mère Élisabeth II elle monte sur le trône. C'est une reine avant tout. C'est une reine, ensuite une femme, épouse du prince Philippe, l'homme qu'elle aimait et qu'elle a pu épouser. Et après, c'est une mère. Elle n'est pas démonstrative, elle n'est pas très affectueuse envers ses enfants. Charles, c'est un petit garçon sensible, sérieux, très courtois, réservé et qui peine à s'intégrer. Lorsque le couple royal part en tournée, il part pas en tournée pour chanter, c'est pas un groupe de rock, c'est visiter des pays du Commonwealth et d'anciens territoires de l'Empire britannique. Il part plusieurs mois, il laisse les enfants en Angleterre aux soins du personnel et surtout de leur grand-mère, la Queen Mum, la reine-mère, la mère d'Élisabeth II. C'est cette femme qui donnera de l'amour et qui apaisera les angoisses du petit Charles. Son père Philippe, c'est un homme d'une autre époque. Il veut que son fils soit à son image, il veut que cet enfant sensible s'endurcisse et ait confiance en lui. Philippe décide de l'envoyer dans une école rude, difficile, qu'il a lui-même fréquentée et aimée dans le nord de l'Écosse. Seule la reine-mère, elle a essayé de dissuader sa fille et son gendre de mettre Charles dans cette école, mais ça servira à rien, le garçon est envoyé là-bas. À l'époque, le terme d'harcèlement scolaire n'existait pas, mais c'est ce qu'a vécu le prince Charles. Il a été maltraité par ses camarades, on se moque de lui, on le frappe, on se venge, on est jaloux parce qu'il est le futur roi. Ces années ont été pour lui un véritable calvaire. C'est un homme intelligent, il sera le premier des Windsor à obtenir un diplôme universitaire. Il a été à Cambridge, c'est au nord de Londres, c'est environ 1h30 en voiture de Londres. Une fois adulte, le prince se sent mieux, même s'il n'est jamais vraiment très bien dans sa peau. Charles a toujours été intimidé par sa mère, la reine, et senti rejeté par son père car il était trop sensible. Voilà un petit peu les bases pour comprendre Charles. On va continuer avec la rencontre avec la famille Spencer. En fait, dans la famille Spencer, la première qui aura une idylle avec le prince, ce sera l'aînée Sarah. Charles et Sarah, ils ont 7 ans de différence. Leur relation, elle commence en juin 1977. C'est l'année de ses 29 ans pour Charles et des 22 ans de Sarah. L'histoire va durer 9 mois et paraître sérieuse pour les commentateurs de l'époque, car à l'automne 1977, soit 3-4 mois après le début de leur relation, on se demande si elle ne serait pas la future reine d'Angleterre. Sarah avait invité le prince Charles lors d'une battue dans le domaine d'Alsop, et un bal avait été organisé le soir en son honneur. La petite sœur, Diana, elle n'a que 16 ans. C'est une jeune fille naturelle. Le prince Charles lui avait été présenté pendant la partie de chasse, et pendant la journée, il lui aurait même demandé de lui faire la visite des tableaux accrochés dans le manoir familial. Jalouse, Sarah s'était interposée pour être la guide. La romance se terminera dès que, la demoiselle, elle s'épanchera dans la presse. Elle se tira une balle dans le pied en acceptant de répondre à une interview, ce qui la plaça immédiatement dans la catégorie des ex et remplacée par une nouvelle conquête. La famille royale ne veut pas de personnes se confiant à la presse, mais bon, Sarah, c'était dans son tempérament et elle aimait bien se vanter. L'histoire s'arrête là, mais ils sont pas fâchés pour autant, parce qu'en novembre 1978, soit l'année suivante, le prince Charles, il invite Sarah et Diana au bal pour ses 30 ans. On passe maintenant à l'idylle avec Diana. La rumeur veut, et notamment dans la série The Crown, que les deux grands-mères, donc la reine-mère pour Charles et Lady Fermoy, la grand-mère de Diana et dame de compagnie de la reine-mère, elles aient comploté pour les unir, mais c'est faux. Lady Fermoy, elle a dû probablement être la première personne à avertir sa petite fille des difficultés à vivre au sein de la famille royale, en lui disant « ce n'est pas difficile, c'est impossible. Vous devez comprendre que leur sens de l'humour et leur style de vie sont différents des nôtres. Je ne pense pas que cela vous conviendra. » Charles et Diana vont réellement faire connaissance en juillet 1980 sur une botte de foin. Charles a 32 ans et Diana 19. Le week-end a lieu chez un couple d'amis du prince Philippe, le père de Charles. Diana, elle, a été aussi invitée par le fils des hôtes. Au planning de la première journée, allez voir le prince Charles, jouer un match de polo, puis barbecue.
Charles et Diana se retrouvent assis l'un à côté de l'autre sur une botte de foin. Puis, seule, la conversation tourne autour des funérailles de Lord Mountbatten. J'ouvre une nouvelle petite parenthèse. Lord Mountbatten est l'oncle du prince Philippe. C'est le grand-oncle de Charles. Charles et lui vont être très proches. On qualifie le lord de mentor pour le jeune prince. En août 1979, il sera assassiné par l'IRA, en français donc c'est l'armée républicaine irlandaise, qui combat par les armes la présence britannique en Irlande. C'est le conflit Irlande du Nord et Irlande, indépendance britannique, protestants contre catholiques. Ce serait trop long à expliquer et j'ai dit que j'ouvrais juste une petite parenthèse. La mort de Lord Mountbatten a été une épreuve pour Charles, qui pleura lors des obsèques à l'abbaye de Westminster. Je reviens sur la botte de foin où Diana lui dit « Mon cœur a saigné pour vous quand je vous ai vu remonter l'allée et je vous ai trouvé bien seul. Je me suis dit que vous devriez avoir quelqu'un qui veille sur vous. » Le prince Charles a été très touché par les mots de Diana. C'est un grand inquiet et il comprend qu'elle va s'occuper de lui. Il est séduit et il lui prête immédiatement beaucoup d'attention. Diana, elle était plutôt intimidée par lui et du fait aussi qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Ils bavardèrent jusque tard dans la nuit et le prince lui demanda de repartir avec lui le lendemain matin. Mais elle refusa, ne trouvant pas que ce soit correct vis-à-vis des hôtes parce que le week-end n'était pas terminé. À partir de cette rencontre, le prince va inviter à plusieurs reprises Diana, mais jamais en tête-à-tête, comme par exemple représentation du Requiem de Verdi au Royal Albert Hall, plus dîner intime au palais de Buckingham, avec la grand-mère de Diana, Lady Fermoy, c'est elle qui joue la chaperonne pour la soirée. Invitation sur le yacht Royal Britannia en août 1980, avec Lady Sarah Armstrong-Jones, donc c'est la fille de Margaret. Margaret, c'est la sœur de la reine, c'est la cousine germaine en fait de Charles. À cette occasion, donc sur le yacht, Diana se sentait très mal à l'aise, car les amis du prince Charles l'observent du coin de l'œil. Ils connaissent probablement les intentions du prince et de la famille royale envers elle, et elle est en plus mal à l'aise parce qu'il y a cette différence d'âge qui est quand même de plus de 10 ans. Et puis, il va l'inviter aussi au château de Balmoral, rejoindre toute la famille royale. Pour cette dernière invitation, donc en début septembre 1980, à Balmoral, c'est pour assister au jeu de Braemer. Désolé pour la prononciation, c'est B-R-A-E-M-E-R. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les JO écossais, avec différentes épreuves, pour la plupart de force, comme lancer de tronc, lancer de pierre, tir à la corde. Diana avait peur, car elle sait qu'il existe l'épreuve de Balmoral. Ceux qui arrivent à traverser ce terrain miné seront acceptés et les autres ne seront plus jamais invités. Il faut se faire à l'humour royal, les activités en plein air et les parties de jeux de société, etc., etc. Sa sœur Jane, qui est mariée avec Robert, attaché au service de la reine, était logée dans un pavillon sur les terres royales à côté. Diana dormait chez eux et Charles l'appelait pour lui proposer une balade, un barbecue, etc. C'est lors de ce séjour que les paparazzi la repèrent, puis arrivent à obtenir son identité, son adresse, et dès lors, ils siégeront devant chez elle jour et nuit. Elle se sentira oppressée, mais le prince Charles ne propose pas de son aide. Elle contactera Buckingham et on lui répondra que ce n'est pas leur problème. Mais lorsque la presse prétendra que Charles et Diana se seraient organisés des rendez-vous galants secrets à bord du train royal, Frances, la mère de Diana, elle écrivit directement un démenti et Buckingham en fit de même. Avec les paparazzi, c'est un jeu de cache-cache. Pour leur échapper, elle est souvent contrainte de grimper dans les bus à Impérial ou de sortir par une fenêtre donnant sur la cour intérieure. Un jour, fatiguée par leur insistance, elle accepte de poser s'il la laisse tranquille après. Elle pose avec les enfants dont elle s'occupe, naïvement, sans le vouloir. Cette photo fera le tour du monde, car sa jupe en coton est transparente au soleil, et les silhouettes de ses jambes se dévoilent. Lors de ces invitations, elle aura directement une renommée, du coup, internationale. Diana a été observée par l'entourage royal pour voir si elle pourrait être la future princesse de Galles, épouse du prince Charles. Sur le papier, elle comptabilisait déjà des atouts, avec donc sa généalogie aristocratique, sa religion, elle est protestante, sa jeunesse et le fait qu'elle n'ait pas de passé amoureux connu et qu'elle soit vierge. En la voyant, elle continue de marquer des points car elle semble réservée et docile.
Diana est une jeune femme qui s'est construite en lisant des livres à l'eau de rose. Elle rêve d'une belle histoire d'amour sans jamais divorcer. Elle tombe vite amoureuse, Charles est parfait, elle veut passer le reste de ses jours avec lui, elle est très en empathie envers lui, elle trouve qu'il est triste et solitaire et qu'il faut s'occuper de lui. Elle pense qu'il est très amoureux d'elle, car il est plein de ferveur quand ils sont ensemble, mais en même temps elle se pose tout de même des questions, car en faisant les comptes, elle est la 3e fille de l'année à ses côtés, et les 2 précédentes auraient pu devenir sa femme. Puis elle remarque Camilla, qui est toujours dans les parages. Elle était présente pendant le séjour à Balmoral, lors des dîners à Buckingham, et elle comprend que Charles lui raconte tout. Diana convient à la famille royale, on pousse donc Charles à agir et à la demander en mariage. Il l'invite par téléphone à venir au château de Windsor, car il a quelque chose de très important à lui demander. Le prince Charles fait sa demande le vendredi 6 février 1981, à laquelle Diana répond immédiatement oui, même si lui indique qu'elle peut réfléchir et prendre son temps. Ils ne se sont vus qu'une dizaine de fois et les voilà en route pour le mariage. Le prince le fait surtout par devoir et Diana par amour, pour vivre un conte de fées. Elle rentre chez elle, l'annonce à ses amis, puis elles partent toutes en voiture faire le tour de la capitale. Elle l'annoncera le lendemain à ses parents, puis à son frère et à ses sœurs. Sarah, l'aînée, elle est heureuse, même si elle sera tout de même jalouse, car sa petite sœur va être clairement la plus populaire de la famille. Jane partage le bonheur de Diana, mais étant mariée à un assistant du secrétariat particulier de la reine, elle s'inquiète pour elle. S'adapter à la famille royale, au protocole, peut être très difficile. 2 jours après, Diana part en Australie avec sa mère et son beau-père pour 10 jours de calme et de préparation de mariage. Établir la liste des invités, entre autres. Voilà. Le 23 février 1981, Diana fait ses valises, quitte son appartement pour Buckingham. Le 24 février 1981, le palais de Buckingham adresse un communiqué. C'est avec un grand plaisir que la reine et le duc d'Édimbourg annoncent les fiançailles de leur fils bien-aimé, le prince de Galles, avec Lady Diana Spencer, fille du comte Spencer et de madame Shankyde. Je suis désolée encore pour la prononciation du nom de famille du beau-père. La première interview du couple est enregistrée dans la foulée. Le journaliste demande « Je suppose que vous êtes amoureux ?» Diana répond tout émue, bien sûr. Charles répond « Tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux. C'est ouvert à interprétation. » Diana ne montre rien, mais sera blessée par cette phrase et se demandera comment elle doit l'interpréter. C'est simple, il y a 2 possibilités. Entre ceux qui disent que le prince Charles est très pudique et pas habitué à évoquer ses sentiments en public, ce qui le fait répondre très maladroitement à la question, et ceux qui indiquent que Camilla devait regarder la télévision à ce moment et qu'il ne pouvait pas dire devant elle qu'il aimait Diana. Dès l'annonce du mariage, tout le pays est heureux et tout le monde tombe amoureux de Diana, touché par sa jeunesse, sa naïveté et sa beauté. Le couple devient si populaire que 73% des Britanniques souhaitent l'abdication de la reine pour laisser la place au jeune couple. C'est à cette période que la souffrance de Diana va prendre forme. Elle se retrouve seule à Buckingham Palace. Les crises de larmes et de boulimie vont commencer. Elle perdra 15 cm de tour de taille. Les mesures de la robe de mariée vont donc évoluer au fil des mois. Elle commence à ressentir la pression qui l'attend, devenir princesse de Galles, et elle se sent seule. Aucune marque d'affection de son futur époux, de sa belle famille. La reine-mère devait s'occuper d'elle, donc la grand-mère de Charles, en lui expliquant les us et coutumes, ce qu'on attendait d'elle, mais elle ne le fera pas. Diana ne peut évoquer ses émotions, son mal-être à sa famille, ses amis, car pour tous, elle vit un conte de fées. Tant de femmes rêveraient d'être à sa place. Elle garde son malheur pour elle, mais son corps s'exprime à sa place. Ce n'est que le début des crises de larmes, de la boulimie, qui persisteront pendant des années. Un petit grain de folie, face à toutes les épreuves émotionnelles que Diana vit, elle a le droit, selon le protocole, depuis qu'elle est fiancée, d'appeler son futur époux Charles. Car avant, pour s'adresser à lui, elle devait dire « Sir ». Ça change tout, on passe un cap dans l'intimité. Pendant toute cette période, Diana, avec sa mère et une petite équipe, prépare son mariage et sa nouvelle garde-robe de princesse de Galles. Diana participe aux événements mondains, mais elle n'a pas encore tous les codes vestimentaires. Elle décide de porter une robe noire pour une soirée,
Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un fashion faux pas royal. Charles lui dit que cette couleur ne se fait pas, qu'elle se porte uniquement pour les personnes en deuil. C'est trop tard pour se changer, ils doivent partir. Elle arrive donc à une soirée où elle doit se sentir mal, comprenant que c'est pas qu'elle devrait porter. Elle rencontre là Grâce de Monaco, qu'elle admire. La princesse de Monaco remarque le malaise, le manque d'assurance de la future épouse, et elle entend les commentaires de certains sur la couleur de la robe de la jeune femme. Grâce l'emmena aux toilettes et les deux femmes discutèrent. Diana lui fit part de ses angoisses sur son avenir et de la charge qui lui incombe. La princesse Grâce lui dit en plaisantant « Ne vous inquiétez pas, les choses vont beaucoup empirer. » Un jour, pour certains, Camilla invite Diana à déjeuner, et puis pour d'autres, c'est Diana qui l'invite. Bref, elles se rencontrent lors d'un déjeuner où Camilla lui pose beaucoup de questions. Elle souhaite savoir si Diana va suivre Charles dans toutes ses activités. Diana, elle répond sincèrement, elle voit pas le mal et elle voit pas où Camilla veut en venir. Diana lui explique qu'elle n'est pas intéressée de participer aux parties de chasse près de Highgrove, donc à l'ouest de Londres, à 2 heures en voiture, où le prince Charles aime se réfugier. Camilla, là, elle comprend qu'elle aura le champ libre à Highgrove. Qui est Camilla ? Alors, Camilla Shand, est issue d'une bonne famille avec des racines dans l'aristocratie. Son père était un marchand de vin aisé. Elle rencontre Charles au début des années 70. Je ne peux pas confirmer l'année ni le lieu, car les informations varient. Alors c'est soit 1970, 1971, 1972. Après un match de polo, lors d'une soirée, il y a tellement d'informations, je ne sais pas laquelle est la bonne. Bref, en tout cas, ils se sont bien rencontrés et pratiquement jamais quittés. Elle sortait avec un de ses amis, avec lequel lui, il jouait au polo. Charles fut séduit, elle était jolie, pleine d'énergie, drôle, piquante, avec du caractère, et ils avaient les mêmes goûts, le polo, la chasse, etc. Le couple se forme, mais Camilla attend une demande en mariage, que Charles ne fera pas. Charles est un homme qui a besoin de temps pour réfléchir, il tergiverse trop, il n'ose pas prendre de risques, et puis il tombe si facilement amoureux sous le charme des femmes qu'il n'est pas sûr de lui. Camilla finit par épouser Andrew Parker Bowles. Charles réalisera à ce moment-là son erreur. Camilla n'était pas à l'époque la meilleure pièce rapportée pour la famille royale. Je le répète, il fallait une jeune fille vierge, issue de l'aristocratie, ce qu'elle n'était pas ou pas assez. Mariée, dès le départ ou non, Camilla adoptera sa vie selon le planning du prince, pour que les activités, événements coïncident pour le voir. Elle aura la même vie que son arrière-arrière-grand-mère, qui a aussi été la maîtresse du prince de Galles, sauf qu'à la fin, elle épousera son prince de Galles. Camilla a toujours été la conseillère de Charles, et elle va devenir la bête noire de Diana, qui est blessée et malheureuse de ne pas être l'unique femme que Charles aime. Les informations là aussi divergent. Camilla et Charles ont toujours entretenu une relation, et pour d'autres, la relation était amicale, mais est redevenue amoureuse à l'époque de la naissance d'Harry en 1984. En 1994, lors d'une interview diffusée par une chaîne britannique, Charles dira « J'ai été fidèle à ma femme jusqu'au moment où il est apparu que notre mariage était un échec irrémédiable. » On revient à l'époque des fiançailles, où les jours passent et Diana est toujours aussi mal. Elle se rend compte de la place que Camilla occupe dans la vie de son futur époux et de leur relation ambiguë, car Charles lui dit qu'ils sont simplement amis. Elle a surpris Charles qui comptait offrir à Camilla un bracelet avec leurs initiales secrètes. F pour Fred, c'est Charles, et G pour Gladys, c'est Camilla. Quelques semaines plus tôt, Charles avait déjà envoyé un bouquet à Camilla avec ses mêmes initiales. On est 2 jours avant le mariage. Diana déjeune avec ses sœurs et elle leur fait part des différents épisodes entre Charles et Camilla. Elle leur annonce qu'elle souhaite annuler le mariage. Ses sœurs lui répondent « Duchesse, maintenant que ton visage est sur les torchons, il est trop tard pour te dégonfler. » Les préparatifs étaient trop avancés pour qu'elle puisse faire marche arrière. Mariage il y aura. Le mariage a donc lieu le 29 juillet 1981, soit 6 mois après les fiançailles. Quelques informations. Comme pour chaque événement pour la monarchie, depuis la veille, des centaines de milliers de personnes, britanniques ou non, sont déjà installées
tout le long du parcours de Buckingham Palace, du palais de Buckingham à la cathédrale Saint-Paul, lieu où 2000 invités sont présents. Ce mariage est suivi par 750 millions de téléspectateurs. Tout le monde a les yeux tournés vers Diana et sa robe meringuée avec une traîne de 8 mètres de long. Pendant qu'elle est observée de tous, lorsque Diana s'avance et puis quittera la cathédrale, elle cherche Camilla pour voir où elle est. Avec l'émotion, l'heure des vœux, elle se trompera dans l'ordre des prénoms du marié. Philippe, Charles, Arthur, George. À la place de Charles, Philippe, Arthur, George. En fait, elle donnera le prénom de son beau-père avant de celui de son époux. Le baiser sur le balcon de Buckingham est une première, jamais un couple princier ne l'avait fait auparavant. Direction la lune de miel, qui ne rassurera pas Diana. Le couple prend le train royal pour la propriété de Lord Mountbatten, le château de Broadlands, près de Southampton, pour y rester 2 jours et 3 nuits, puis une croisière à bord du Britannia sur la Méditerranée. La lune de miel n'est pas en toute intimité. La croisière se fait avec 21 officiers et 256 hommes d'équipage. Les dîners, question intimité on peut faire mieux, se font avec des officiers triés sur le volet. Diana continue de tomber sur des éléments confirmant que Charles et Camilla ont une relation proche, trop proche. Une photo de Camilla tombe de l'agenda de Charles. Le prince Charles porte des boutons de manchette avec 2 C entrelacés, Camilla et Charles. Le mal-être de Diana s'empire à cette période, elle se fait vomir 4 à 5 fois par jour. Elle est rongée par la jalousie et l'angoisse des tâches qui l'attendent. Ses crises de larmes et de boulimie sont de plus en plus aiguës. Revenus à Balmoral après leur lune de miel, ils y restent jusqu'au mois d'octobre. Une séance photo est organisée avec des journalistes positionnés plus loin. Certains posent des questions en criant et Diana, devant les caméras, elle donne le change. Quand on lui pose une question sur la vie de couple, elle dit qu'elle la recommande vivement. Il pose souriant et semble heureux, alors que dans l'intimité, c'est un petit peu les montagnes russes. Ils se disputent régulièrement à cause de Camilla et en même temps, ils ont des moments de bonheur et s'échangent des lettres d'amour. De plus en plus mal, Diana pense au suicide. Elle ne souhaite pas réellement mourir, mais veut qu'on l'aide. À cette époque, Charles prend soin de Diana et il s'occupe de faire venir un psychiatre à Balmoral, mais cela n'a pas d'effet. Diana, elle rentre donc à Buckingham pour rencontrer d'autres spécialistes. Tous lui proposent des tranquillisants, ce que Diana ne veut pas. Elle sait ce dont elle a besoin de se reposer et surtout que les gens qui l'entourent soient bienveillants et compréhensifs. On ne l'écoute pas vraiment, on lui dit de suivre les recommandations des médecins et de prendre ses médicaments, mais par chance, elle apprend qu'elle est enceinte, et pour ne pas mettre en danger le fœtus, elle ne les prendra pas. Noël 1981 se passe à Balmoral. Diana est enceinte de 3 mois. À cette période, le couple ne va pas bien. Elle menace de se suicider pour que Charles s'occupe d'elle. Il lui dit qu'elle exagère. En haut de l'escalier, Diana se jette et atterrit en bas des marches. L'une des premières personnes à la découvrir fut la reine-mère, qui est très choquée. En haut de l'escalier, Diana se jette et atterrit en bas des marches. L'une des premières personnes à la découvrir fut la reine-mère, qui est très choquée. Médecins et gynécologues arrivèrent, rien de grave pour l'enfant et la mère. Pendant les premières années, elle fit plusieurs tentatives de suicide ou menaces de le faire. Elle ne voulait pas mourir, elle voulait de l'attention, qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'aime. Leur vie de couple. Pour simplifier, il y a eu des périodes où Charles et Diana se sont aimés. Ils se sont rapprochés surtout pendant les naissances des enfants. Ils étaient très heureux. Et toujours pour simplifier, Diana va vivre à Kensington Palace avec les enfants, tandis que Charles, lui, vit au manoir à Highgrove, proche de la résidence du couple Parker Bowles. Camilla deviendra comme la maîtresse de maison officieusement, en recevant les invités lors de soirées. Charles a aimé Diana, il a aimé son sens de l'humour, son instinct maternel, mais en arrière-plan il y avait Camilla, son véritable amour. Diana était très amoureuse de Charles, elle en attendait la même chose de son côté, mais ils n'avaient pas les mêmes goûts, il avait la trentaine, elle 20 ans. L'amour que Charles ne lui donne pas, elle va le recevoir auprès de la population britannique et mondiale.
À chaque sortie royale, les gens espèrent être positionnés du bon côté de la route, le côté que Diana viendra saluer. Ils sont pas contents quand ils ont Charles, ils veulent Diana. Le prince de Galles devient jaloux d'elle. Diana est plus populaire que lui et la rancœur va naître. Comme évoqué précédemment, tous les deux ont un grand besoin d'amour, d'attention, dont ils ont manqué pendant leur enfance. Charles était très apprécié avant son mariage, il était le célibataire que toutes convoitaient. Diana est arrivée avec sa jeunesse, sa grâce, sa naïveté, et elle lui a volé la vedette sans le faire exprès, en tout cas au début. Elle sera la plus connue de la famille royale. Résultat, la presse va l'épier constamment car elle fait vendre. Et la guerre médiatique va démarrer avec Charles. Ils auront au fur et à mesure des années chacun leur propre équipe, leur bureau, et deviendront concurrents. Ce sera le petit jeu de qui fera la une et qui ne la fera pas. Diana s'est toujours sentie inférieure intellectuellement à Charles. Elle doute énormément d'elle, et au jeu des petites piques, Charles lui confirmera ouvertement qu'elle est bien inférieure intellectuellement. Celui qui détient beaucoup d'argent dans la famille royale, c'est le prince de Galles, car il est également duc de Cornouailles. C'est une péninsule au sud-ouest de l'Angleterre, face aux côtes bretonnes, et Charles, qui est également duc de Cornouailles, perçoit les revenus de ce duché, logement, terrain. Diana souhaite, elle, créer une fondation, princesse de Galles, pour récolter des fonds pour ses œuvres, mais il refuse de l'aider. À la fin de leur couple, leur organisation est faite pour se croiser le moins possible. En public, soit on voit qu'ils ne s'entendent pas, ne se parlent pas, soit ils deviennent de grands acteurs, comme si tout allait bien. En 1987, on apprend qu'ils font chambre séparée lors de leur voyage officiel au Portugal. La presse a donc la confirmation que le couple n'est pas heureux. En novembre 1990, la presse britannique comptabilise le nombre de fois où le couple a été vu ensemble officiellement. Résultat, 3 fois en l'espace de 6 mois. En février 1992, Diana et Charles vont en Inde. Comme d'habitude, ils se séparent et visitent ce qu'ils veulent chacun de leur côté. Mais Charles devait visiter avec Diana le Taj Mahal, et puis finalement il n'a pas souhaité, et Diana s'est retrouvée le matin même seule à faire la visite. Elle est donc prise seule sur un banc devant ce magnifique monument. Tout le monde savait, et elle aussi, que cette photo montrerait qu'elle était seule lors de la visite, et ce qui voulait dire aussi seule dans la vie. Toujours en Inde, pendant ce séjour, lors d'un match de polo, Charles gagne. Diana ne veut pas lui remettre le trophée, mais elle le fait quand même. Il prend la coupe, la transmet à son équipe, puis retourne vers elle, car elle doit leur remettre des médailles en plus. Charles va pour l'embrasser, mais elle lui tend sa joue, ou plutôt son oreille avec sa boucle d'oreille, qu'il embrasse. On voit clairement que le couple ne va pas bien et qu'il ne s'entend plus du tout. Le 29 mars 1992, donc un mois après ce voyage, le père de Diana décède. Elle est en vacances de ski en Autriche. Elle souhaite repartir seule et laisser Charles avec les enfants, mais lui il insiste pour rentrer avec elle. Elle se gêne pas pour lui faire remarquer que c'est pas la peine de jouer au gentil mari attentionné. Charles revient à la charge avec son secrétaire particulier et un attaché de presse, mais Diana refuse toujours. Ils appellent alors la reine pour trancher. Elle tranche, ils repartent ensemble. Diana obéit. La presse souligne que Charles est là pour soutenir sa femme, mais en réalité, elle part à Kensington et lui, il va à Highgrove et ils se retrouveront pour l'enterrement juste pour l'image. Au niveau de sa santé, Diana a souffert de boulimie, d'anorexie et a intenté à sa vie plusieurs fois. Son mal-être depuis toujours est dû au manque d'amour dès sa plus tendre enfance, le divorce de ses parents, se sentir abandonnée par sa mère et ce mariage qu'elle a pensé annuler juste avant, se rendant compte qu'elle n'était pas la seule femme pour son futur époux. Un autre rejet qui ne l'aida pas à repenser ses plaies. À la fin des années 80, une de ses amies avec qui elle vivait à Londres avant son mariage lui posa un ultimatum pour que Diana se fasse soigner pour ses maux. Diana ne voulait pas, mais quand son amie l'a menacée de balancer à la presse que la princesse de Galles est boulimique, elle céda. Par discrétion, elle prit rendez-vous avec le même psychiatre qui avait soigné sa grande sœur Sarah en 1977. Sarah a souffert d'anorexie suite à une rupture amoureuse juste avant de fréquenter Charles.
Donc les rendez-vous se feront aux adresses royales et non dans un cabinet ou un hôpital en ville. Lorsque le psychiatre est arrivé, elle s'est sentie tout de suite à l'aise avec cet homme compréhensif et de confiance. Immédiatement, il lui demanda combien de fois elle avait tenté de se suicider. Elle répondit 4 ou 5 fois. Il lui demanda de manger moins, lui conseilla de lire des livres sur cette maladie et veut la voir 1 fois par semaine. Diana vomissait en général 4 fois par jour. Et 6 mois après, c'était 1 fois toutes les 3 semaines. Ces crises augmentaient lorsqu'elle était avec la famille royale à Sandringham, Balmoral, Windsor ou Highgrove avec Charles, à cause des tensions et pressions qu'elle ressentait lorsqu'elle était avec eux, enfermée avec eux. Parlons maintenant des enfants. Diana a toujours aimé les enfants et elle en voulait. On se souvient de sa professeure qui avait dit que son rêve c'était de travailler avec les enfants et d'en avoir elle-même. La première grossesse, elle est confirmée par le palais de Buckingham le 5 novembre 1981, soit 3 mois après le mariage. Le jour de l'accouchement, Charles est présent et comme pour chaque événement, le palais de Buckingham diffuse les informations au compte-gouttes. La foule est heureuse et se masse devant les grilles du palais en attendant l'annonce de la naissance de l'héritier. William Arthur Philip Louis naît le 21 juin 1982 à 21h03. À cette période, tout va très bien pour le couple, ils sont heureux. Le bonheur de Diana est plus fort que ses troubles alimentaires, mais cela ne va pas durer. William a été témoin des querelles de ses parents, sa mère se confiant à lui comme à un ami. L'enfant l'a beaucoup consolé. Ensuite, le deuxième enfant. Il en faut toujours un de rechange au cas où il y a un problème avec le premier. Henry Charles Albert David, que l'on prénomme Harry, naît le 15 septembre 1984 à 16h20. Charles voulait une fille, il fut déçu lorsqu'il arriva après la naissance. Harry fut un petit garçon facétieux. Pour l'éducation des enfants, comme je l'ai déjà dit, les enfants royaux sont confiés à des nourrices et retrouvent les parents à certains moments de la journée. C'est un petit peu comme un rendez-vous prévu dans l'agenda. Diana a connu ça et ne veut pas que ses enfants manquent d'amour. Elle choisira elle-même les nounous qui devront être d'accord avec sa façon de faire et de voir les choses. Pour la scolarité, c'est également elle qui aura le dernier mot. Elle choisira les écoles avec comme critère le bonheur et l'équilibre de ses fils. Elle ne voulait pas non plus qu'ils connaissent la même chose que leur père, qui lui a connu du harcèlement scolaire. Elle veut que ses enfants s'entendent bien, et comme elle dit, qu'ils aient une vie normale, aussi normale que possible. Qu'ils ne soient pas enfermés dans une cage dorée, elle les emmène déjeuner au McDonald's, elle va au cinéma, ils vont chez Harrods pour s'habiller, à Disneyland, etc., etc. Elle n'hésite pas à les emmener à des rendez-vous caritatifs à l'hôpital, au chevet des malades et notamment du sida, et dans les foyers pour sans-abri. Elle dira « Je me battrai pour mes enfants, sur tous les fronts, pour qu'ils soient heureux et pour qu'ils puissent remplir leurs devoirs. William et Harry m'ont accompagné dans des foyers de sans-abri. Je les ai emmenés auprès des gens qui meurent du sida. Je les ai emmenés dans toutes sortes d'endroits où peu d'enfants de cette famille sont allés à leur âge. Ils savent des choses. Ils ne les utiliseront peut-être jamais, mais la semence est là, et j'espère qu'elle grandira, parce que savoir, c'est pouvoir. Je veux que mes enfants puissent comprendre les émotions des gens, leur insécurité, leurs espoirs et leurs rêves. » L'amour que Diana ne reçoit pas de son mari, elle le reçoit de la population britannique, et l'amour qu'elle ne peut pas donner à son mari, elle le donne à ses fils. On se souvient des images vidéo de la visite officielle en 1991 au Canada, où, comme le veut la tradition, les héritiers ne peuvent pas voyager ensemble. William et Harry arriveront à bord du Britannia, tandis que Diana et Charles en avion. Ils se retrouveront devant la presse, Diana arrivant bras grands ouverts pour enlacer ses 2 fils. Charles, moins démonstratif, restera derrière elle, puis embrassera ses enfants. Charles aime ses enfants et s'en occupe. Il ne veut pas faire comme son père et avoir la même relation qu'il a avec lui, avec ses 2 fils. Il est à l'écoute de ses enfants, il passe beaucoup de temps avec eux. Diana a élevé ses enfants à l'opposé de son éducation et surtout de celle de la famille royale. En 1983, c'est l'année des 1 an de William et le couple doit partir en tournée en Australie. Diana est déterminée à ne pas partir sans son fils, elle ne veut pas être séparée de lui. Elle a obtenu satisfaction et ils allongèrent la durée du voyage pour aller également en Nouvelle-Zélande. Élisabeth II et le prince Philippe
s'étaient posé bien moins de questions lorsqu'ils étaient partis plusieurs mois quand Charles et Anne étaient petits. Nouveau petit chapitre dont je vais parler maintenant des relations de la famille royale et de Diana. Au sommet de la pyramide monarchique, donc il y a Élisabeth II, mais au final un trio féminin gérait les relations au sein de la famille. Malheur à vous, si vous déplaisiez à l'une d'entre elles, vous pouviez alors déplaire aux trois. Le trio est composé donc de la reine, de sa sœur Margaret et de leur mère, la Queen Mum. Avec chacune, Diana a entretenu des relations différentes. Margaret, la sœur d'Élisabeth II, a été celle qui a le plus aidé Diana pour s'adapter à sa nouvelle vie. Avec la reine-mère, ce fut bien plus compliqué. Les relations sont peu cordiales. La reine-mère n'est pas très sympa avec Diana. Elle tente de la maintenir éloignée des autres membres de la famille. La reine-mère avait beaucoup d'influence sur son petit-fils. Comme je l'ai dit en début d'épisode, ils avaient une relation très forte. Diana était très impressionnée, voire même terrorisée par la reine. Leur relation est devenue plus amicale avec le temps, mais Élisabeth II était peu ouverte sur la psychologie. Elle lui avait fait remarquer notamment que sa boulimie était la cause de ses problèmes et non pas un symptôme. Diana faisait de l'ombre à tout le monde. C'était une star planétaire en fait. Les autres membres de la famille étaient connus, mais au Royaume-Uni, elle était connue partout dans le monde. Lors d'événements officiels, on parlait plus de la nouvelle coupe de cheveux de Diana que du discours de la reine. La famille royale s'est demandé si elle le faisait exprès pour attirer l'attention ou si elle était mal conseillée. Son isolement au sein de la famille s'aggravera en fait au fil des années. Diana va faire rentrer sans le vouloir une amie dans la famille royale, Sarah Ferguson. Fergie, son surnom, c'est la fille de l'entraîneur de polo de Charles, le commandant Ronald Ferguson. Elle se rencontre pour la première fois au début de l'idylle entre Charles et Diana. Fergie donc fut invitée au mariage. Elles s'entendent bien. Sarah vient remonter le moral de Diana à l'époque où elle est enceinte de William. En juin 1985, Fergie rencontre Andrew, le frère de Charles, et immédiatement ils s'entendent bien et annoncent leur fiançailles en mars 1986 pour se marier le 23 juillet 1986. Fergie, c'est une boule d'énergie. Elle est très à l'aise. Elle s'adapte à toutes les situations très rapidement. En plus, elle a beaucoup d'humour. Elle fait un tabac dans la famille royale. Charles en vient demander à Diana de changer et de devenir plus comme Fergie, une boute en train. La princesse de Galles s'exécuta. Elle essaya d'être plus drôle en public ou changea son style vestimentaire, mais on lui rappela qu'une future reine ne devrait pas se comporter avec désinvolture. Puis Fergie commença à agacer et se mettre les autres membres à dos. Diana n'était donc plus comparée à elle et dénigrée. Maintenant, question mode. Diana, c'était une icône de la mode. Grâce à son allure athlétique, les stylistes veulent l'habiller tout en gardant les règles vestimentaires royales. C'est-à-dire chapeau, voilette, portera. Avant-bras et genoux, tu cacheras. Un fil de plomb dans les ourlets pour que le vent n'en dévoile pas plus. Des couleurs vives pour être toujours visibles de loin. Des robes amples pour ne pas être indécentes. Cette dernière règle évoluera, car plus son mari la délaissera, plus elle dévoilera sa silhouette, avec des vêtements plus moulants, et puis elle suivra les consignes jusqu'à son divorce. Elle pourra se libérer de tout ça après. Elle n'aura plus de raison de rester l'ambassadrice de la mode britannique, et elle pourra faire entrer dans sa vie la haute couture étrangère, Armani, Dior, Gucci, Versace. La mode lui permettra de passer des messages ou de garder la place dans les unes des journaux et magazines. Comme pour la Revenge Dress. Cette robe noire moulante qui lui dégage les épaules, qui est plus courte que ce qu'elle portait avant. On voit ses genoux, attention. C'est cette robe qu'elle portera quand elle sera en instance de divorce et que Charles sera interviewé à la télévision et parlera de Camilla, celle qu'il aime. Cette Revenge Dress dit « Je suis belle, je suis forte, je suis libre et je peux m'habiller comme je veux. Tu ne pourras pas t'afficher tranquillement avec Camilla. Bisous Charles !» On va revenir lorsque elle était en couple avec Charles et malheureuse. Diana, elle va se reposer sur un petit cercle qui l'entoure. Elle tente de créer une vie avec des personnes de confiance parce qu'elle est malheureuse avec Charles. Et ses gardes du corps vont être des oreilles compréhensives.
Elle organise par exemple des vacances aux Caraïbes pour l'un atteint d'un cancer avec son épouse et une fois guéri un dîner en son honneur et toujours avec sa famille à Kensington. Elle trouvera de l'amour dans les bras du sergent Barry Manaki, mais leur relation sera découverte et il sera muté en juillet 1986 et décédera au printemps 1987 dans un accident de moto. Elle aura d'autres amants pendant son mariage, comme par exemple James Hewitt, son professeur d'équitation, Will Carling, capitaine de l'équipe de rugby d'Angleterre. Étant délaissée par son mari, elle avait bien le droit de trouver l'amour ailleurs. On va parler boulot maintenant. Dans la famille royale, ça bosse. Avant d'être mariée, Diana ressentait déjà le poids sur ses épaules, la pression de ce métier public. Personne ne l'aida, ne la formera réellement, que ce soit avant son mariage ou pendant. Elle dira « Le palais ne m'a aidé en rien. Personne n'était là pour me guider et pour me dire « Voilà ce qu'on attend de vous. » Mais je suis heureuse d'avoir pu créer moi-même mon propre rôle. J'aime être avec les gens et j'ai trouvé ma place auprès de toutes les personnes confrontées à la dure réalité. Diana s'est engagée avec passion dans l'humanitaire et les actions caritatives, car aider les autres l'aide elle-même. Cela lui donne confiance en elle. Elle visite les malades à l'hôpital, devant les caméras, et également lorsqu'il n'y en a pas. Elle s'y déplace le soir. Elle avait eu la brillante idée de regarder des séries, feuilletons à la télévision, ce qui lui permettait de briser la glace, d'avoir un sujet de conversation avec les personnes hospitalisées. Diana changea la vision de tous et toutes sur le sida. Dans les années 1980-1990, les personnes séropositives sont discriminées, sont traitées comme des pestiférés par la société dans n'importe quel pays. On pense attraper cette maladie en touchant un malade, en lui serrant la main. Cette croyance populaire est fausse. La famille royale ne se préoccupe pas de ce mal qui se propageait rapidement et pour lequel, à cette époque, il n'y avait pas de traitement. Cette cause n'était pas populaire, donc Diana s'en est chargée. Le 9 avril 1987, elle inaugure officiellement le premier service de soins pour les malades du sida dans l'hôpital Middlesex à Londres. Elle serre les mains des malades, les touche, discute avec eux. Publiquement, elle montrait qu'il n'y avait rien à craindre en touchant un malade. Elle a changé le regard de tout le monde sur cette maladie. Lorsqu'elle sera divorcée, elle continuera de médiatiser des causes qui lui tiennent à cœur, comme par exemple son combat contre les mines antipersonnelles. Toujours sans transition, on va parler de la séparation de Charles et Diana. Ce qui va précipiter cette séparation, c'est la sortie en juin 1992 du livre d'Andrew Morton, Diana, sa vraie histoire, auquel la princesse de Galles va participer et même plus que ça. Diana s'enregistre sur des cassettes qu'elle transmet à un ami, James Corsius, lorsqu'il lui rend visite à Kensington. Le journaliste Andrew Morton les récupère, écoute les enregistrements et n'a plus qu'à ajouter sa plume sur les mots et informations de Diana. C'est une autobiographie de la princesse qu'Andrew Morton retranscrit en biographie. Après la sortie du livre, beaucoup de gens ont considéré que les Windsor n'étaient pas capables de gouverner, et elle a réalisé qu'elle avait tué la confiance des gens dans la monarchie. Mais impossible de faire marche arrière, forcément sa position au sein de la famille allait devenir impossible, même si elle leur mentait en disant qu'elle n'y était pour rien dans l'écriture de ce livre. Le journaliste Andrew Morton mentionne également que toutes les informations qu'il a eues proviennent d'amis ou de l'entourage de Diana, mais nie que cela provient d'elle. Dans leur dispute, Charles disait à Diana « Comment as-tu pu croire sérieusement que je serais le premier prince de Galles dans l'histoire à ne pas avoir de maîtresse ?» Elle lui répondait « Comment as-tu pu croire sérieusement que je pourrais souffrir sans que cela ne se voie ?» Avant ce livre, les tabloïds faisaient leur une avec l'actualité de la famille royale, mais en parlant, Diana a fait vendre les journaux. Si elle ne faisait pas la une des journaux ou magazines, après, les ventes diminuaient de 30 à 40%. La presse respectait moins la famille royale, les gens voulaient des potins, il fallait vendre, donc être plus agressif pour avoir la photographie qui fasse ce scandale. Pour être heureuse, Diana sait qu'elle doit se séparer, divorcer de Charles, mais elle a peur de perdre ses enfants. Le 24 novembre 1992, dans un discours, la reine qualifie l'année passée d'annus horribilis, d'année horrible, en latin. Les raisons, Andrew et Sarah qui se séparent, Anne et Mark Phillips qui divorcent, le château de Windsor qui brûle
qui vient de brûler 4 jours avant son intervention, et puis le livre qui met à mal la relation Charles et Diana. Le 9 décembre 1992, à 15h30, le Premier ministre de l'époque, John Major, annonce la séparation de Charles et Diana devant la Chambre des communes, c'est où siègent les députés. Le divorce. La reine a imposé la séparation et elle fera de même pour le divorce. Le 13 janvier 1993, il y a le Camilla Gate. La presse publie une conversation téléphonique censée s'être déroulée en décembre 1989 entre Charles et Camilla. Charles dit à sa maîtresse qu'il aimerait être son tampax, entre autres. En mars 1993, Diana se rend au Népal, mais n'étant plus dans la famille royale, elle ne reçoit plus le même accueil, pas de tapis rouge, pas d'hymne. Elle a également des difficultés pour ses voyages humanitaires. On évoque comme raison la sécurité ou les intérêts de l'État. Tous les moyens sont bons pour invisibiliser Diana afin que tous les projecteurs soient braqués sur Charles. En 1995, Diana va être interviewée par Martin Bashir dans l'émission Panorama de la BBC. Elle va évoquer son mariage à 3 et poser une bombe en déclarant que Charles est inapte à régner. Ces attaques vont très loin, mais il y a quelques années, on a appris en fait que le journaliste, Martin Bashir, l'avait manipulée. Il lui avait montré des documents falsifiés pour la pousser à témoigner. Ces documents indiquaient qu'elle était surveillée, mise sur écoute par Buckingham. Le mal est fait, les doutes que Diana émet sur les capacités de Charles à régner choquent profondément la reine, qui exige leur divorce. Juillet 1996, Diana démissionne de son rôle de présidente d'une centaine d'associations pour se concentrer sur quelques-unes. Elle garde donc Royal Maudsley Hospital, c'est la recherche sur le cancer. Elle vendra pour celle-ci 79 robes aux enchères à New York. Centerpoint, c'est une aide aux sans-abri. English National Ballet, on sait qu'elle aimait la danse. Great Ormond Hospital, c'est pour les enfants malades. Et Leprosy Mission, l'aide aux lépreux. Et le National AIDS Trust, AIDS, c'est pour le sida. Le couple aura duré dans les faits 11 ans, de 1981 à 1992, année de la séparation, puis le divorce sera prononcé le 28 août 1996. Les avocats et la famille royale se sont mis d'accord. Diana perd le titre d'Altesse royale, ce qui lui donnait droit à sa protection, les gardes du corps lors de ses déplacements. Diana conserve son appartement, dit de grâce et de faveur, au palais de Kensington. Elle a la garde partagée des enfants durant les week-ends et les vacances, et Charles lui versera de l'argent annuellement. Suite au divorce, le palais précisera dans un communiqué « La reine continuera de la considérer comme une membre de la famille royale. À ce titre, la princesse recevra de temps en temps des invitations pour participer à des cérémonies d'État et nationales, comme pour les autres membres de la famille royale, à l'invitation de la souveraine ou du gouvernement. Durant ces occasions, la princesse aura droit à la même préséance qu'auparavant. Dès qu'elle perd son titre d'Altesse royale et la protection de Buckingham, elle devient la proie des paparazzis. Diana est trahie par des amis qui balancent sur elle dans les tabloïds ou dans des livres. Ils se mettent du côté de Charles ou de la famille royale. Elle décide de couper les ponts avec eux et se trouve de nouveaux amis. Mais pour faire partie de ces nouveaux amis, il faut passer un entretien RH. Le personnel qui travaille pour Diana questionne le nouvel ami pour savoir s'il est et sera honnête et loyal à la princesse. Par exemple, il donne des infos secrètes et fausses pour voir si ce sera répété à la presse. En juin 1997, j'en ai parlé un petit peu avant, elle vend 79 robes à New York chez Christie's. Elle veut une nouvelle vie. La vente lui rapportera plus de 3 millions dont elle va, entre autres, utiliser pour financer son combat contre les mines antipersonnelles. La vie sentimentale de Diana va être plus heureuse pendant 2 ans. Elle va rencontrer, pendant l'été 1995, un chirurgien cardiaque, le docteur Asnat Khan. Elle l'appelait Monsieur Merveilleux, Mr. Wonderful. Pendant 2 ans, leur histoire d'amour restera secrète. Lorsqu'il lui rend visite à Kensington Palace, pour pouvoir rentrer et repartir, il doit se cacher dans le coffre de la voiture du majordome de Diana. Amoureuse, Diana souhaitait se marier, mais Asnat, très discret, ne le souhaitait pas.
Et puis, Diana ne plaît pas trop à sa famille. Elle cochait toutes les cases pour la famille royale à l'époque, mais pas celle du médecin. Conclusion de cet épisode. Le couple d'abord. Charles, prince de Galles, futur roi d'Angleterre, doit se marier et avoir une descendance pour maintenir la monarchie. Charles et Camilla s'aiment, mais la jeune femme n'est pas ce que la monarchie attend. Il doit impérativement se marier, sa promise doit être issue d'une famille aristo, jeune, jolie, vierge et protestante. Charles a besoin d'amour, d'une femme sensible, douce, qui le materne, ce qui lui a manqué étant enfant. Charles garde également les traumatismes d'un enfant harcelé pendant sa scolarité. Diana, elle rêve d'un conte de fées avec Charles comme prince charmant. Elle ne s'était pas rendue compte que devenir l'épouse d'un futur roi, c'était renoncer à sa liberté. Et elle n'aurait jamais pu imaginer que le prince charmant en aimait une autre avant même de se marier. Diana a besoin d'amour, de protection, d'attention et d'être rassurée. Tout ce qui lui a manqué étant enfant. Diana garde les traumatismes également du divorce de ses parents, où elle s'est sentie trahie et rejetée. Empathiques tous les deux, ils auraient pu être heureux et se consoler l'un et l'autre de leurs blessures, mais trop de différences entre eux et Camilla. Ils ont 12 ans d'écart, il y a un décalage qui se fait obligatoirement au niveau de leur goût, de leur maturité. Il a fait des études, il aime se cultiver, elle n'en a pas fait et cela ne l'intéresse pas vraiment. Il aime l'opéra, la musique classique, l'architecture, le polo, l'écologie, dîner avec ses anciens camarades de la Royal Navy, se promener sur leurs terres écossaises et est économe, c'est un joli mot pour ne pas dire radin. Elle aime la danse, la natation, passer ses vacances au soleil, faire du shopping, déjeuner dans des restaurants branchés avec ses copines, assister à des concerts de rock, aller en boîte de nuit avec ses amis. De plus, Charles et la famille royale ont pensé à tort qu'étant une jeune femme aristocratique, qu'elle saurait sans difficulté subir la pression constante d'une vie publique avec leur dicton préféré « Never explain, never complain ». Ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Diana a pris du temps pour faire sa place au sein de la famille, s'adapter aux codes royaux. Elle a mis du temps, mais a-t-elle eu sa place ? Diana a été une mère débordante d'amour pour ses enfants. Elle les a éloignés de la rigidité royale et elle a tout fait pour qu'ils soient heureux et qu'ils ne manquent pas d'affection. À défaut, elle a peut-être pris William, son aîné, pour un adulte, un ami, un confident, alors que ce n'était qu'un enfant. Il consolait sa mère lors de ses crises de larmes et après les disputes qu'elle avait avec leur père. Pour le titre de l'épisode, Princesse de Galles trahie et dupée, je l'ai déjà expliqué. Diana a été utilisée, elle n'a servi qu'à engendrer. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous tout plein.